lequel on pourrait… C'est un sujet, le médical, le dentaire, sur lesquels on pourrait écrire quasiment tous les jours sur 3D Native. Il y a beaucoup d'applications, d'acteurs, de plus en plus d'utilisateurs aussi. Voilà, il n'y a pas que le médical ni le dentaire, il y a aussi d'autres grandes industries qui se sont mis à la fabrication additive au fil des années. Je pourrais parler de l'aéronautique aussi pendant des heures, de la joaillerie, de la défense, des biens de consommation. C'est ce qui fait aussi toute la richesse de cette technologie. Mais il est vrai que, voilà, comme je disais, il y a beaucoup d'innovations dans le médical et le dentaire. Il y a beaucoup de technologies, il n'y en a pas qu'une seule. Voilà, on y reviendra un peu plus tard. Et donc, de mon côté, Maxime m'avait demandé voilà, qui pourrait avoir un regard généraliste sur la technologie, qui pourrait donner sa vision de la techno et voilà, à partir du très général pour aller sur le médical. Et donc, tout de suite, j'ai pensé à Julien Gardan, qui nous a fait le plaisir d'accepter à notre invitation, qui est docteur en mécanique et matériaux, qui est professeur à l'école d'ingénieurs l'EPF, qui est aussi directeur du campus de Troyes depuis très récemment, d'ailleurs, qui est chercheur, qui est aussi à l'initiative de la FABAD Academy, qui est un regroupement, une association d'établissements de Troyes, de la ville de Troyes, qui sont associés, qui collaborent pour former autour de la fabrication additive, en partenariat. Enfin, Julien, tu pourras nous rappeler et nous donner peut-être un peu plus de détails sur la FABAD Academy, mais voilà, qui est très active sur ces sujets depuis maintenant quelques années. Donc voilà, donc j'ai pensé à lui les présentations ont été faites et assez rapidement, mais ils ont discuté avec Philippe et on a réfléchi à cette conférence aujourd'hui. Voilà, et donc le docteur Philippe François aussi, qui nous fera le plaisir d'être là. Et bah, moi, je le remercie encore une fois, Philippe, d'avoir accepté cette invitation, parce que moi aussi, je m'étais posé cette question, qui serait le speaker idéal pour parler de l'impression 3D en odontologie. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés il y a aussi quelques mois, et tu m'as vraiment bluffé dans dans la manière dont tu t'es approprié le sujet. Alors, c'est probablement aussi par tes thématiques de recherche, puisque donc, pour te présenter, tu es chirurgien dentiste, tu es maître de conférence avec une thématique particulière en biomatériaux à l'université de Paris-Cité, praticien libéral avec plutôt une orientation donc dentisterie restauratrice et prothétique. Tu as des diplômes universitaires et puis tu es membre d'un laboratoire où tu fais ta recherche, le URB2I, qui est vraiment spécialisé dans l'évaluation des dispositifs médicaux. Et je pense vraiment, depuis quelques années, vous avez fait un virage sur l'impression 3D, et ça se ressent dans la manière dont ça influence ta prise en charge des patients. Et réellement, aujourd'hui, tu manipules ces imprimantes 3D pour proposer des dispositifs. Et je pense qu'il y a peu de personnes qui le font avec autant d'aisance que toi. Donc, je pense que tu es la personne parfaite pour venir nous montrer comment l'odontologie s'imprègne progressivement de l'impression 3D. Donc, merci Julien, merci Philippe d'avoir accepté cette invitation. Et donc, on va maintenant vous laisser la main. Je crois que c'est Julien qui va démarrer, et puis Philippe progressivement prendra la main. Puis je crois que vous aurez quelques moments d'échange, et on se gardera 10 minutes, un quart d'heure à la fin de votre intervention pour interagir avec les participants. Et je pense vous poser de nombreuses questions. Donc, merci, et puis c'est à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci Maxime, merci Alexandre, hein, puis merci 3D Native et Aria pour l'organisation de ce webinaire. Je suis très heureux de présenter donc l'impression 3D de l'industrie à l'odontologie avec Philippe. Voilà, on a préparé une présentation d'une 50aine de slides, voilà, qui, je pense, aboutiront en effet à quelques questions, et puis peut-être aussi beaucoup de nouveautés, avec un focus vraiment sur l'odontologie, sur justement les applications qui peuvent être réalisées à travers voilà, différentes technologies, mais je laisserai bien évidemment Philippe reprendre le relais sur cet aspect. Alors,
Pour les objectifs de cette présentation, on a décidé nous, de se concentrer vraiment sur comment appréhender l'impression 3D, vraiment de partir sur une présentation beaucoup plus générale sur les technos, surtout les méthodes aussi de conception, principalement sur plutôt des technologies de dépôt de filaments, pour vraiment mieux appréhender comment on peut mettre en place l'impression 3D, mais qu'est-ce que ça nécessite au niveau maîtrise, on va dire, de la chaîne de valeur de la conception à la fabrication additive. Comprendre les avantages et les inconvénients de la fabrication additive. Et là aussi, Philippe fera aussi un focus sur ces aspects-là, vraiment sur la partie endotologie. Valider certaines indications pour imaginer de nouvelles thérapeutiques. Ça, pareil, ce sera une partie qui sera vraiment propre à l'expertise de Philippe, mais on parlera également de plusieurs secteurs, enfin au moins dans le secteur médical, comment on peut aussi utiliser l'impression 3D sur la fabrication ou la conception et la fabrication de prothèses ou d'orthèses ou d'autres dispositifs médicaux. Alors, zoom sur l'impression 3D, c'est toujours bien de commencer avec un peu d'histoire sur l'impression 3D. Donc, il y a Charles Hull, mais il y a aussi Jean-Claude André, qui ont été les précurseurs, qui ont inventé en fait la stéréolithographie, c'est-à-dire l'impression 3D sur bain de résine, une résine photosensible au rayonnement laser. Charles Hull qui a créé, lui, d'ailleurs, 3D Systems. Stratasys est arrivé très peu de temps après, quand même, pour le dépôt de filaments. Et Jean-Claude André, en fait, qui travaillait chez Alcatel. Ils ont créé à un mois près, entre le juillet et août 83, la même technologie sur résine. Donc, un Américain et un Français. Sauf qu'Alcatel, bonjour. Et sauf qu'Alcatel a laissé le brevet, on va dire, tomber dans le domaine public. Donc voilà, donc c'est né plutôt dans les années 80 avec un fichier de base qui est toujours très très utilisé dans le domaine de l'impression 3D, le fichier STL. C'est-à-dire que quand on part de la modélisation 3D ou de la conception assistée par ordinateur, on passe toujours par l'enregistrement d'un format au point STL avant de passer sur un logiciel de tranchage. On pourra en discuter juste après. Et aujourd'hui, en termes de différenciation entre la fabrication soustractive et la fabrication additive. Donc, soustractive, c'est plutôt l'aspect, on va par exemple travailler un bloc de bois ou d'acier et on va usiner, donc on va retirer de la matière, alors que la fabrication additive vient déposer de la matière de façon additive. On ajoute de la matière couche par couche pour créer un objet qui peut être conçu de façon très, très complexe, mais on pourra également en discuter tout à l'heure. Il existe 3 technologies. Donc dans la famille, on va dire, des technologies de fabrication additive, il existe 7 technologies utilisées aujourd'hui dans l'enseignement, dans l'industrie, mais aussi chez les particuliers. Pour l'impression 3D, donc il y a plusieurs façons de déposer ou de fusionner ou de durcir une résine. On verra ça tout à l'heure. Mais en effet, la technologie très utilisée, donc c'est plutôt technologie 3 axes, donc approche cartésienne, donc qui repose comme les commandes numériques sur un code G qui est utilisé justement pour traduire finalement le dépôt de filaments, donc les trajectoires de dépôt qui nous permettent après de créer un objet couche par couche. Pour les 7 familles liées à la fabrication additive, donc il y a le dépôt de filaments qu'on appelle Fused Depositing Modeling, qui est très utilisé, qu'on voit très couramment dans les salons, là qui dépose un filament en fusion, donc un thermoplastique. Et là, on peut retrouver différents types de polymères. Donc là, ça va des polymères des plus classiques jusqu'à des polymères haute performance qui sont aujourd'hui aussi utilisés dans le médical pour leur biocompatibilité, mais aussi dans l'aéronautique pour l'aspect allègement des structures. Le Power Bed Fusion, c'est la famille qui regroupe vraiment tout ce qui est selective laser melting, donc tout ce qui est lié à la fusion laser sur lit de poudre. Alors, métallique, mais on retrouve aussi des polymères comme des polyamides. On a la stéréolithographie, donc on en a un peu discuté au début de cette présentation. Tout ce qui est polyjet, c'est-à-dire le dépôt de gouttelettes de résine dans une enceinte soumise à un rayonnement UV qui permet justement de durcir la résine assez rapidement.
Donc, on rentrera un peu plus en détail dans ces technologies tout à l'heure, puisqu'on a un exemple. Le binder jetting, c'est le dépôt de liant sur lit de poudre. Et là, on peut avoir différents types de poudre. Tout ce qui est, on va dire, stratoconception, c'est-à-dire qu'on peut aussi usiner des couches, aussi des feuilles de papier pour ensuite les superposer et créer aussi un objet couche par couche qui peut aussi avoir une forme très complexe grâce à ce type d'approche. Et le Direct Energy Deposition, là, c'est plutôt donc rayonnement vraiment focalisé sur un point, où là, on peut soit fusionner donc un spray, on va dire, de poudre, ou également comme une barrette, c'est-à-dire qu'on peut aussi faire du rechargement, comme du soudage, par exemple. Donc, pour toutes les imprimantes 3D, il y a toujours cet aspect où on part du modèle 3D qui nécessite vraiment, on le verra juste après, le fait de maîtriser des règles métiers qui sont vraiment propres aux technologies d'impression 3D, donc d'une techno à une autre, et bien évidemment liées aux propriétés des matériaux utilisés. Et aussi l'aspect où chaque imprimante 3D doit pouvoir contrôler le tranchage finalement et traduire justement la fabrication couche par couche, mais aussi les trajectoires de dépôt, par exemple de filaments, mais aussi de balayage du laser pour fusionner la poudre ou durcir la résine, par exemple. Donc le logiciel de tranchage est un élément important puisque ça permet de passer de la modélisation 3D et ensuite à la technologie qui doit justement traduire ces trajectoires pour être capable de fabriquer l'objet couche par couche. Alors, il y a différents paramètres qui sont extrêmement importants. Il y a en effet donc l'épaisseur de couche. L'épaisseur de couche, en fait, va beaucoup influencer aussi l'état de surface des pièces, c'est-à-dire qu'on a toujours une rugosité qui est plus ou moins présente suivant la technologie. Alors, sur les technos, par exemple, de stéréolithographie ou de dépôt de gouttelettes dans une enceinte UV, on a un résultat aussi extrêmement intéressant. Mais d'une technologie à une autre, on peut avoir cet aspect de rugosité qui peut influencer l'état de surface et également la fonctionnalité de la pièce. Donc voilà, la contrôle de l'épaisseur des couches est aussi très importante, ce qui joue aussi sur la qualité d'impression. Alors, il y a beaucoup d'avantages liés à l'impression 3D. Alors, il y a bien évidemment le fait que la technologie en bureau d'études a permis de réduire vraiment le temps de développement d'un produit, c'est-à-dire que même dans une école d'ingénieur, nos étudiants peuvent très facilement, à partir d'une idée, d'un concept, peut-être aussi d'un esthétisme, d'un mécanisme à valider, imprimer aussi très très rapidement une première pièce et faire des itérations très rapidement pour valider finalement leur produit, leur assemblage, leur mécanisme, ou encore une fois un esthétisme. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il y a une chaîne numérique assez très cohérente, c'est-à-dire qu'on a une chaîne numérique qui permet de passer très facilement du modèle 3D et directement à l'impression 3D, ce qui permet aussi de personnaliser les produits, c'est-à-dire d'avoir une demande très spécifique et faire un produit à la demande. On pourra en parler tout à l'heure sur les orthèses et les prothèses, mais on peut aussi faire des orthèses personnalisées, par exemple, à la morphologie du patient, grâce justement à cette approche, sans oublier vraiment la complémentarité avec la numérisation 3D et le scan 3D, qui permet aussi de rajouter un maillon à cette chaîne numérique qui est très, très rapide et très complémentaire. Il y a de plus en plus de facilité, et on le voit vraiment dans l'industrie. On est capable aujourd'hui de faire des productions petites séries de pièces fonctionnelles qui sont utilisées dans l'industrie. Donc, on parlait par exemple de l'aéronautique tout à l'heure ou de l'automobile. Voilà, il y a des choses aujourd'hui qui sont tout à fait intégrées dans des secteurs industriels qui ont pris toute la mesure que peut permettre l'impression 3D en termes d'allègement de structure, ce qui nous permet de parler également de la capacité de l'impression 3D de pouvoir faire des géométries complexes, tout en pouvant utiliser d'autres outils comme l'optimisation topologique qui permet de faire des pièces qui sont très proches d'une forme organique, mais qui permet de conserver finalement les propriétés mécaniques tout en diminuant le volume de matière à utiliser. Donc, ce qui est tout à fait propice à l'utilisation de l'impression 3D. Donc, il y a énormément de possibilités grâce à cet aspect complémentaire entre l'ingénierie numérique et l'impression 3D.
très peu de perte de matière, bien évidemment, parce qu'on utilise quasiment le même volume de matière que le volume du modèle 3D. Alors, bien évidemment, je pose un petit bémol, parce qu'il y a bien évidemment les, euh, les, euh, les échafaudages, on va dire, la matière support qui est utilisée de différentes manières, suivant la technologie, mais on pourra également en discuter assez rapidement tout à l'heure. Et les technologies évoluent, c'est-à-dire qu'on veut produire de plus en plus, produire de plus en plus vite, c'est-à-dire que vous verrez tout à l'heure sur les technologies de laser, par exemple, on vient multiplier aussi le nombre de sources pour, encore une fois, être beaucoup plus productif autour de l'impression 3D. Quelques inconvénients, alors capacité de production, alors bien évidemment, on n'est pas sur les mêmes, alors ce n'est pas les mêmes avantages, mais les mêmes inconvénients que les procédés, on va dire, traditionnels, mais on a une capacité, une cadence de production qui n'est pas du tout comparable à l'injection par le plastique, par exemple, ou la fonderie, le forgeage. Voilà, on n'est pas sur une cadence de production, on est plutôt sur la capacité de produire très rapidement une petite série de pièces, on va dire quasiment en bonne matière et fonctionnelle. On a parfois quelques soucis d'étanchéité de porosité suivant la technologie. Voilà, comme le dépôt de filaments, ça crée quelques difficultés en termes d'étanchéité, par exemple. L'état de surface, on en a discuté au niveau de la rugosité. Et encore une fois, ça dépend des maîtrises des paramètres liés à la technologie. Et comme c'est une technologie disruptive assez récente, les normes évoluent, mais elles sont quand même assez récentes pour valider, standardiser des pièces fonctionnelles. Pour les technologies, pour bien utiliser les technologies d'impression 3D, on a besoin quand même de maîtriser les pratiques de conception. C'est quand même une phase très importante pour concevoir des pièces fonctionnelles et aussi bonne matière, entre guillemets. Ça, c'est un point extrêmement important et on insiste aussi là-dessus sur l'accompagnement que l'on réalise pour aider les étudiants et les professionnels à monter en compétences, par exemple à travers l'association Fabal Academy, donc l'association des formations fabrication additive, donc qui propose des formations en ligne totalement ouvertes ou également aussi au grand public. L'objectif, c'est de mieux comprendre qu'il y a un processus de conception, il y a même des méthodes de conception avancées qui sont plus propices, avec des pratiques plus adaptées justement à l'utilisation de certaines technologies d'impression 3D pour obtenir la pièce la plus conforme après l'impression 3D. Donc ça, c'est un aspect extrêmement important. On peut en effet faire des pièces de forme liées à la créativité. On a aussi des banques de données maintenant sur Internet qui vous permettent d'imprimer une pièce directement. Mais pour aller plus loin, on a besoin réellement de maîtriser ces règles métiers. Alors, il y a quelques exemples qui restent des exemples, des cas d'école. Mais si vous orientez la pièce d'une certaine manière, comme on a un dépôt de filament couche par couche, on peut bien évidemment pas déposer un filament ou une matière dans le vide. Donc, on est obligé de créer des échafaudages, par exemple dans le cas du dépôt de filament chaud, ce qui peut créer parfois, alors on a des matériaux supports qui sont solubles et qui parfois n'ont pas un impact sur l'état de surface, mais très souvent on a une surface qui peut être altérée, qui peut avoir une influence sur la fonctionnalité de la pièce. Ensuite, on a des règles de type si on a une surface qui est inclinée à moins de 45 degrés, ça va déclencher justement la création d'échafaudages. Donc, il y a le moyen d'éviter justement la création de ces échafaudages dès la conception de la pièce, en évitant de rentrer dans certains cas de figure pour justement altérer ces états de surface. Ensuite, d'une technologie aussi à une autre, alors comme le dépôt de filament, on a plutôt un remplissage de type nid d'abeille. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et pour les technologies, on va dire, de tout ce qui est technologie de frittage de poudre, on est plutôt sur un système de remplissage en treillis, donc les pièces ne sont pas pleines, elles sont alvéolées ou sur des structures de type treillis qui permettent d'alléger la pièce, mais aussi dans le cas du frittage de poudre laser métallique, également de transférer, de diffuser la chaleur vers le plateau de fabrication, parce qu'on a parfois des
des problèmes de contraintes mécaniques, de déformation de pièces. Donc voilà, c'est aussi des choses un peu plus complexes à maîtriser. Le dépôt de filaments, donc on peut par exemple jouer sur la densité de remplissage, hein, sur le nid d'abeille, pour jouer sur l'allègement de structure, mais également un couple allègement, mais aussi résistance, hein, de la pièce. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. Et on peut aussi jouer sur l'épaisseur, mais également le diamètre d'extrusion. Aujourd'hui, on peut avoir des pièces beaucoup plus fines en déposant à 0,2 mm de diamètre que 0,4 mm, et en même temps en diminuant la hauteur des couches. L'influence vraiment de la construction des pièces de type filament, donc là on est vraiment sur l'extrusion de matière de type thermoplastique. L'orientation des filaments aussi joue un rôle, c'est-à-dire que si les filaments sont dirigés de façon longitudinale, on a une résistance mécanique beaucoup plus importante que de façon latérale, parce que ça crée justement une faiblesse entre les filaments, la jonction entre les filaments qui sont finalement fusionnés, collés entre eux. Donc voilà, ce qui permet quand même de mieux maîtriser aussi le résultat, et parfois des cas de délaminage qui sont aussi à prévoir dès le placement de la pièce et surtout l'orientation de la pièce dans l'imprimante, et donc justement au moment de l'utilisation du logiciel de tranchage. On a aussi la possibilité d'utiliser dans le cas du dépôt de filament, ça permet de faire le lien aussi avec tous les types de résine, de poudre aussi, polymères métalliques que l'on peut retrouver dans les technologies d'impression 3D. Voilà, dans le cas du dépôt de filament, on a plusieurs types de polymères qui ont différentes propriétés pour obtenir justement ce que l'on souhaite réaliser à la fin de l'impression 3D. Est-ce qu'on veut une pièce plus rigide, plus flexible, parfois souple, des matériaux aussi biocompatibles, des matériaux aussi qui sont plus respectueux de l'environnement comme le PLA. Voilà, il y a différentes possibilités. Donc chaque technologie finalement dépend des objectifs ou des fonctionnalités attendues. Donc c'est un aspect comme d'autres technologies de fabrication à prendre en compte dès le départ, dès la conception du produit. Alors quelques règles de conception, juste pour vous montrer en fait qu'il faut quand même prendre en compte ces règles de conception dès le départ pour être sûr que votre pièce soit conforme. Comme le cas, par exemple, de la création des supports, du matériau support et des échafaudages, comme l'image qui se trouve en bas à droite. Si on oriente la pièce de la bonne manière, on peut parfois éviter la création de supports et d'avoir une pièce plus fonctionnelle, sans compter que l'exemple qui est à droite peut aussi parfois engendrer des déformations, voilà, selon la température de l'enceinte d'impression. Voilà, il y a plein de contraintes, paramètres de fabrication, plein de paramètres de fabrication à prendre en compte dès le départ pour être sûr de bien concevoir ces pièces. Alors, on voulait aussi parler des environnements. Alors, il y a différents environnements qui permettent d'utiliser l'impression 3D. Un environnement plutôt bureau d'études qui permet de vraiment, dans l'aspect collaboratif, et échange aussi à distance avec différentes entités, de créer, de valider très rapidement un prototype grâce à l'impression 3D. Et ensuite, il y a l'environnement un peu plus industriel ou même de laboratoire, hein, qui est un peu plus contraignant. Donc là, je voulais surtout parler des technologies par dépôt, par fouettage de poudre, où là, on a des contraintes liées aux poudres, donc plutôt d'équipements de protection individuelle que l'on a besoin de porter justement pour éviter certaines contraintes liées justement à des poudres qui ont un impact au niveau respiratoire, même au niveau des peaux, extrêmement important. Donc tout ça aujourd'hui, c'est très standardisé et lié justement à la sécurité des personnes. Mais on peut également parler de tout ce qui est manipulation des résines, bien évidemment. Donc là, Philippe pourra en dire quelques mots. Il y a un cadre de sécurité aujourd'hui beaucoup plus précis, beaucoup plus contraignant qu'auparavant, mais bien évidemment afin de préserver la santé des individus. Avant de passer sur quelques exemples de technologies, et puis bien évidemment un focus sur l'odontologie, il y a plein de types d'applications liées à l'impression 3D.
Donc, il y a les prothèses dentaires. Il y a tout ce qui est implant crânien. Alors, même si c'est un peu plus… c'est des cas vraiment encore aujourd'hui plutôt d'études. Les prothèses, alors ça, c'est plutôt des prothèses auditives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable comme ça, en plus, c'est des volumes assez petits, des tailles assez… qui sont assez propices, faciles à fabriquer et qui permettent aussi de faire des prothèses auditives vraiment personnalisées à la qualité auditive de la personne. Il y a tous les implants, bien évidemment, les prothèses de hanche que vous connaissez certainement déjà bien, et puis aussi les orthèses. Nous, j'ai pas mis de photos vraiment d'orthèses réalisées à l'école ou dans le laboratoire, mais on a déjà réalisé des orthèses qui permettent de corriger, par exemple, la plagiocéphalie infantile, c'est-à-dire une dissymétrie du crâne, en scannant donc le crâne d'un enfant, en remodélisant vraiment comment pourrait être sa forme, d'utiliser toutes les technologies d'ingénierie numérique pour réaliser un casque qui est ensuite porté pendant 2 mois par l'enfant et qui, au niveau de sa croissance, va reprendre une forme correcte. Et donc ça, c'était un projet qui avait été réalisé avec Vancouver pour aussi montrer qu'on pouvait avoir une expertise en France, envoyer le modèle à Vancouver et imprimer en distanciel très facilement grâce à l'impression 3D un dispositif médical. Alors sur les technologies d'impression 3D, les plus connues, donc c'est le frittage et la fusion laser sélective. On a une vidéo juste après, une vidéo qui parle d'elle-même, hein, mais donc c'est une technologie qui va chercher en fait sur un lit de rechargement qui vient déposer une fine couche de poudre et qui va redéposer une deuxième couche, par exemple, avec un laser qui vient fusionner la poudre afin de lier les grains entre eux. Ce qui aussi, pour revenir sur l'utilisation des matériaux, crée on va dire une microstructure bien spécifique à l'impression 3D par dépôt, pardon, pas par dépôt, mais par fusion laser sur lit de poudre. Donc voilà, c'est des choses à approfondir vraiment pour maîtriser la technologie. Il y a aussi la puissance du laser, la vitesse de balayage. Voilà, encore une fois, c'est des paramètres liés à la technologie qui donnent des résultats différents selon justement cette maîtrise. Donc ça, c'est aussi important de le savoir. Il y a aussi la maîtrise de la technologie vis-à-vis des paramètres de fabrication. Sur l'aspect dentaire, Philippe, je peux peut-être te laisser la parole sur cet aspect-là, l'utilisation du titane et du chrome cobalt. Oui, alors en fait, c'est des technologies effectivement qu'on va retrouver dans le cadre de l'odontologie, mais qu'on ne retrouvera pas en fait dans des petits laboratoires de prothèses ou qu'on ne retrouvera pas chez le chirurgien dentiste, mais qu'on retrouvera plutôt dans des grands centres d'usinage, c'est-à-dire des centres qui sont vraiment, en fait, dans la thématique de cette conférence, à la rencontre finalement entre l'industrie et finalement le médical, puisque les équipements coûtent assez cher. En dentaire, mine de rien, même si on les utilise de moins en moins, on utilise beaucoup de métaux, notamment le titane et le chrome cobalt. Alors, en dentaire, le chrome cobalt bientôt ne sera plus utilisé puisqu'il a été interdit à partir de 2025 pour des raisons, on va dire, de précaution pour la santé de nos patients. Mais le titane, finalement, va le remplacer et l'utiliser de plus en plus. Or, finalement, le titane coûte relativement cher, est très difficile à couler, c'est-à-dire qu'à faire fondre, c'est quand même des technologies très compliquées. Et donc, jusqu'à présent, il était majoritairement usiné. Or, je vous laisse imaginer que les techniques d'usinage font perdre énormément de matière et donc, d'un point de vue économique, posent énormément de problèmes. Et là, on voit apparaître vraiment avec cette impression par poudre une vraie solution pour nos patients pour maintenir, voire améliorer la qualité de nos soins tout en maîtrisant les coûts, notamment par l'impression de titane. Il faut savoir qu'il y a environ à peu près 30% déjà des éléments métalliques que nous, dentistes, nous posons dans la bouche de nos patients, qui sont déjà réalisés par ces procédés. Donc vraiment, l'industrie est déjà au quotidien dans notre pratique. Je te rends la parole, Julien, mais… Merci Philippe. Alors pour les technologies, donc il y a d'autres technologies existantes comme je l'ai brièvement décrit tout à l'heure, mais le PolyJet, c'est vraiment très proche finalement de l'impression d'encre, c'est-à-dire qu'on vient déposer une gouttelette d'encre, sauf que là c'est de la résine photosensible, avec une technologie aussi qui permet de mélanger les résines, de faire
de changer les propriétés justement en les associant, mais également en les combinant, c'est-à-dire qu'on peut avoir des zones flexibles, des zones un peu plus rigides, et faire des pièces un peu plus fonctionnelles suivant l'utilisation. C'est une technologie qui est très précise, avec un rendu extrêmement qualitatif, et même la sortie de la pièce et on va dire son nettoyage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on utilise un support qui est soluble dans l'eau, et vraiment facile d'utilisation. Après, c'est le coût de la matière, le coût de la machine est extrêmement, voilà, assez coûteuse, et l'entretien aussi est quand même assez, euh, assez contraignante. Mais dans tous les cas, c'est une technologie très intéressante au niveau de son rendu et de la qualité de son rendu, et justement l'utilisation de ces différentes propriétés de résine. Le binder Je me jetting, permets de te c'est... couper 2 secondes. Je me Oui, permets de vas-y, te je t'en couper deux prie. secondes, Julien. Oui. Mais en fait, faut vraiment imaginer que pour nous, prothésistes, dentistes ou pour vous en tant que patient, c'est probablement cette technologie qui va énormément émerger dans la santé à terme. Mais avec finalement les problématiques qu'on a actuelles de coûts, finalement le ratio coût-efficacité, complexité n'est pas encore au rendez-vous. Mais c'est vrai que, en tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, Julien, mais moi d'extérieur, c'est vraiment celle que je vois dans 10 ans probablement dominer le marché de la santé, ou en tout cas pour les polymères. J'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps de regarder. En fait, il y a un aspect aussi important qui s'est passé dans les années assez récentes, hein, c'est 2005. J'ai pas regardé à quel moment le brevet PolyJet avait été déposé, mais il y a une tendance où, comme les brevets, vous avez vu, ça date de 80, 83, 84. Il y a des brevets qui sont tombés dans le domaine public et ça engendre une nouvelle dynamique. Et souvent, là, dans les technologies d'impression 3D, c'est ce qui se passe, par exemple, au niveau de la stéréolographie. La stéréolithographie a fait émerger de nouveaux fabricants, de nouvelles solutions, justement par le fait que les brevets sont tombés dans le domaine public. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a des dynamiques au niveau des technologies peut-être plus récentes pour celles-ci qui vont émerger dans les années à venir. C'est une certitude. Ensuite, il y a le binder jetting là, qui est plutôt le dépôt, encore une fois, de gouttelettes, mais là souvent de liant ou une réaction chimique avec la dernière technologie HP, où là on vient déposer un liant sur un lit de poudre qui peut être un plâtre, une céramique, mais encore une fois un matériau réactif comme la technologie de HP. On se retrouve là sur une contrainte qui est très proche de celle de la technologie SLS-SLM, c'est qu'on est un peu aussi dans une phase après d'archéologie où il faut sortir la pièce, la nettoyer, la sortir de son lit de poudre, la nettoyer, retirer la poudre dans les cavités, etc. C'est pas du tout la même approche que les technologies de dépôt de résine photosensible ou le dépôt de filament. Voilà, il y a aussi un problème de nettoyage des pièces. Philippe, je te laisse la parole à partir d'ici. Écoute, merci beaucoup dans tous les cas, puis on verra pour tout à l'heure sur les questions-réponses. Merci beaucoup, Julien. Alors, finalement, maintenant, toutes les technologies dont vous a parlé Julien tout à l'heure, eh ben, on va essayer de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on retrouve le plus dans, on va dire, nos petits laboratoires de prothèses, ou bien même chez nous en tant que dentiste, ou que peut-être vous en tant que patient, votre dentiste en cabinet. Si on regarde un petit peu dans ce domaine de la santé qu'est l'odontologie, finalement, on a eu 3 technologies qui se sont vraiment imposées à nous. La première qui était le dépôt de fil, ça a été peut-être la première qui a popularisé l'impression 3D dans le domaine du dentaire, mais qui n'est pratiquement plus utilisée pour les raisons que vous disiez, Julien, tout à l'heure. C'est notamment les raisons d'absence d'une étanchéité moindre en fait des pièces et de propriétés mécaniques qui étaient assez faibles. Et j'ai envie de vous dire assez faibles, mais encore une fois avec une logique qui est toujours de maîtriser les coûts. Je suis convaincu que si on mettait des centaines de milliers d'euros dans une imprimante dépôt de fil, on pourrait imaginer faire énormément de choses pour la santé. Mais il faut toujours garder en tête que pour les soignants ou pour les prothésistes en tant que producteurs de prothèses, en tant que fabricants de prothèses, toute technologie doit avoir une viabilité économique. Et si une technologie, on va dire, plus conventionnelle
permet de produire des objets aussi qualitatifs pour un coût moindre, et ben forcément, les technologies conventionnelles seront facilitées. Donc finalement, le dépôt de fil, hormis avec des imprimantes, on va dire, à coût limité, quand je vais parler de coût limité, je vais parler entre allez, jusqu'à 20 000 – 25 000 euros. Eh bien, c'est vrai que hormis vous amuser dans votre salon avec votre enfant à produire Pikachu, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment énormément d'applications, nous, en odontologie. Les deux techniques dont on va vraiment parler qui supplantent à peu près tout, c'est la stéréolithographie et une autre technologie qu'on appelle le DLP pour Direct Light Processing. En fait, les deux sont extrêmement proches. D'ailleurs, Julien vous les a présentés sous le terme de stéréolithographie dans les grandes familles de classification. Et c'est vrai que les deux sont extrêmement proches, mais avec pour nous des tenants et des aboutissants en tant que dentiste ou en tant que prothésiste qui sont extrêmement différents. Alors, premièrement, la stéréolithographie. Alors, la stéréolithographie, effectivement, elle permet à un prothésiste ou un dentiste vraiment d'accéder au monde de la pression 3D avec un coût assez limité, c'est-à-dire avec un budget d'entrée qui est environ de l'ordre de 5 000 euros. Donc, c'est pour nous, finalement, un budget assez limité. La stéréolithographie, en fait, comme vous l'a expliqué Julien, c'est un laser qui va venir en fait polymériser couche par couche un objet en venant balayer en fait progressivement une surface d'un objet. Vous comprenez bien que si votre objet est grand, votre laser en fait lui va devoir parcourir une surface importante à chaque couche. Et donc plus l'objet va être grand, plus votre temps d'impression pour obtenir l'objet va être important. Et donc c'est vraiment une technologie qui va avoir un temps d'impression qui va être dicté par le volume de l'objet que vous allez chercher à imprimer. Alors, c'est peut-être la technologie que vous allez retrouver le plus actuellement dans les cabinets dentaires, c'est une certitude, mais peut-être même dans les laboratoires de prothèses à l'heure actuelle, parce qu'elle a un excellent rapport qualité-prix. Elle permet d'imprimer des objets qui ont un volume assez important. Alors nous, en dentaire, on parle d'imprimer, par exemple, une arcade d'un patient, ce que nous, on appelle un modèle, ou bien imprimer une couronne provisoire d'un patient, ou bien d'imprimer une prothèse ou une autre. Et donc, finalement, elle permet pour nous d'imprimer 3 à 4 grandes prothèses et pourquoi pas une trentaine de couronnes provisoires en une seule impression. Donc, c'est ce qu'on va considérer comme un volume d'impression important. Et puis, on a énormément de résines, comme je vous montrerai dans des indications cliniques, qui nous permettent en fait de faire déjà une très grande variété de traitements à nos patients. La problématique de cette technologie, c'est que le temps d'impression est long. Je vous ai dit, plus l'objet est important, ou plus le volume d'impression est important, plus votre laser va devoir traverser une distance importante, et donc plus le temps d'impression sera augmenté. Et puis, le post-traitement est tout de même compliqué, mais vous verrez que pour les deux technologies les plus utilisées en dentaire, finalement, le post-traitement est long, puisqu'on parle d'objets qui sont imprimés dans une cuve de résine, et donc il reste beaucoup de résine non polymérisée, gluante autour, et puis qu'il faut faire un certain nombre de process pour garantir, on va dire, les bonnes performances et l'innocuité des éléments médicaux que l'on va produire par impression 3D. La deuxième technologie, c'est celle que je vous appelle la technologie DLP pour Direct Light Processing. En fait, imaginez exactement la même chose qu'une technologie de stéréolithographie que je viens de vous présenter. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir un laser qui va venir basculer, qui va venir balayer une surface, cette fois-ci, vous allez avoir un vidéoprojecteur qui va projeter d'un coup l'image pour une couche. Eh bien, vous imaginez très bien que finalement, le temps d'impression va être beaucoup plus rapide, puisqu'au lieu de parcourir une surface et donc forcément de prendre un certain nombre de temps en termes de secondes, eh bien ici, vous allez irradier une couche, vous allez insoler une couche en une seule fois. Par contre, mettez-vous dans votre salon, regardez votre film préféré, projetez avec un vidéoprojecteur sur un mur votre film préféré. Vous avez remarqué que plus vous allez demander à votre vidéoprojecteur d'avoir une image qui va être large, plus vous allez perdre en qualité d'image. C'est exactement la même chose avec cette technologie. C'est-à-dire que plus vous allez avoir un nombre d'éléments importants que vous allez essayer d'imprimer, plus finalement vous allez perdre en résolution et en précision sur l'élément que vous allez imprimer. Alors, l'avantage de cette technologie par rapport à l'autre que je viens de vous décrire, qui était la stéréolithographie, c'est une rapidité d'impression qui est bien, bien supérieure. D'accord? On parle quand même, on va dire, pour un plateau plein, on parle d'un facteur 5, d'un facteur 6 facilement. Donc ça, c'est énormément important en termes de productivité, ou même nous, en tant que dentiste, pas en termes de productivité, mais pour pouvoir donner à nos patients des soins en une seule séance, ce qui est notre rêve à tous. D'accord? Plus mon patient est soigné vite, mieux il est soigné. Plus il est content, et plus nous, en tant que professionnels de santé, nous sommes également contents.
On a également un large choix de résines, comme la stérolithographie que je vous ai présentée avant. Par contre, des inconvénients qui sont le coût d'acquisition. Je vous ai dit que pour la première imprimante, pour environ 5 000 à 6 000 euros, vous l'aviez acquise. Et ben là, on parle d'imprimantes où la chaîne complète d'impression est aux alentours des 15 000, 20 000 euros. Le volume d'impression est plus petit, c'est-à-dire que vous imprimez moins de choses en même temps que sur la stérolithographie. Et dans tous les cas, le post-traitement reste complexe, que ce soit dans cette technologie ou dans la stérolithographie. Je suis obligé de vous parler un petit peu de cette troisième finalement technologie qui apparaît, dont je ne vous avais pas parlé au début, que sont en fait les technologies dites LCD. Alors, il faut imaginer qu'en fait, les technologies dites LCD, c'est exactement la même chose que la projection d'image que je viens de vous montrer tout à l'heure, sauf que vous remplacez un vidéoprojecteur, cette fois-ci directement par un écran LCD, d'où le nom de cette technologie. On pourrait l'appeler également MSLA pour masque stéréolithographie. Mais bref, il faut imaginer que c'est des technologies qui sont aussi rapides que les technologies DLP dont je viens de vous parler, qui sont généralement low cost, puisque un écran LCD, ça vaut quasiment rien, alors qu'un projecteur DLP qui sont produits par Texas Instruments ont un coût bien supérieur à l'acquisition. Par contre, elles ont quand même un inconvénient, c'est un écran LCD se dégrade très vite, notamment sur le fait de la chaleur. Et donc, ce sont des imprimantes qui vont nécessiter un peu plus de maintenance que les autres et qui vont également, à mon sens, avoir une qualité d'impression qui va se dégrader presque dès la première impression. Mais en tout cas, c'est des imprimantes que vous pouvez cette fois-ci acquérir là pour un coût de 500 euros et produire des dispositifs médicaux avec quand même un petit hic que je vais vous présenter après. Alors voici l'image finalement de comment fonctionne donc une impression en cube de résine, que ce soit n'importe lesquels des trois que je viens de vous montrer, c'est exactement la même chose. Votre objet est soutenu par des supports et progressivement, couche par couche, va venir se produire. Alors les patients sont souvent assez frustrés finalement parce qu'ils ne voient pas l'objet qui se produit. Souvent ils se disent ouais, en impression 3D, on s'imagine le dépôt de fil avec l'objet qui vient se créer progressivement. Là malheureusement, hein, l'objet est souvent dans la cuve de résine et finalement n'est révélé qu'une fois l'impression terminée. Mais tout fonctionne par le mécanisme que vous venez de voir. Alors, si on essaye de comparer les deux grandes technologies, stéréolithographie et projection d'image, dont je viens de vous parler, l'énorme intérêt de la stéréolithographie, c'est ce que vous voyez en bas à droite. C'est que vous, en fait, finalement, vous projetez et vous polymérisez à l'aide d'un laser. Et donc, quel que soit le volume d'impression, donc quand je parle de volume d'impression, c'est le nombre d'éléments que vous allez produire. Si vous êtes prothésiste, si vous êtes dentiste, si vous allez produire 20, 25 couronnes provisoires pour vos patients, eh bien, quel que soit le nombre d'éléments que vous allez faire, vous allez avoir une précision constante. La problématique que vous avez avec la projection d'image DLP, c'est qu'en fait, vous allez passer à un moment par, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais par une lentille qui fait qu'en fait, même si elle est corrigée par des micro-miroirs, en fait, vos faisceaux ne sont pas parfaitement collimatés. Et donc, finalement, plus votre volume d'impression va être important, plus vous allez perdre en résolution. Par contre, et c'est ça tout l'intérêt de la projection d'image, donc du DLP, plus vous allez imprimer des éléments. En fait, si vous imprimez finalement une prothèse ou vous imprimez 20 prothèses en même temps, le temps d'impression reste le même. Alors que si vous utilisez une technologie de stérolithographie, c'est-à-dire avec un laser, eh bien, si vous créez 20 prothèses, votre temps d'impression sera 20 fois supérieur à celui que vous avez avec une seule prothèse. Et donc, vous comprenez bien, ces deux technologies sont, pour nous en tant que soignants, et pour moi en tant que dentiste, je possède les deux, et je suis obligé d'utiliser les deux selon les indications, selon les envies que j'ai, ou même parfois selon le choix de résine que je veux faire. Alors, parlons-en de ces résines que nous utilisons pour l'impression 3D dentaire. Eh bien, finalement, nous, en tant que dentiste, vous, en tant que prothésiste ou vous, en tant que patient, vous les connaissez, ces résines, puisque probablement, malheureusement, si vous avez eu une carie au cours des 10 dernières années, eh ben, c'est très probable qu'on vous ait soigné votre carie avec une résine, ce que nous, on appelle le composite. Et ben, lorsqu'on regarde un peu de quoi sont composées ces résines d'impression, et ben, finalement, on est très proche d'un composite dentaire avec lequel on peut déjà soigner vos dents. Par contre, et c'est ça le petit hic, c'est que la chimie de ces résines n'est pas du tout les mêmes que celles que nous connaissons en tant que dentistes. Et donc, ça nous crée quand même une certaine zone d'incertitude. Les résines en dentaire, on les manipule depuis 50 ans, sauf que les résines que l'on manipule pour l'impression 3D en dentaire, ce sont des résines avec finalement des nouveaux monomères que nous ne connaissions pas auparavant, et donc sur lesquels nous avons finalement assez peu de recul. Quand on regarde un petit peu ce que l'impression 3D peut amener en dentaire et lorsqu'on regarde la science, l'impression 3D, c'est une véritable révolution dans notre domaine. C'est une révolution, j'ai encore envie de dire à venir, puisque si on
regarde un petit peu le nombre de praticiens dentistes qui sont équipés en France, on a un taux entre 500 et 1000 pour 40 000 dentistes, donc c'est à peu près ce qui est estimé à l'heure actuelle. Mais théoriquement, ils peuvent apporter une grande aide dans nos traitements. Je les utilise tous les jours et je ne pourrai plus m'en passer. Ce que je vais essayer de vous montrer, les fabricants nous proposent énormément d'indications. On peut faire énormément de choses à nos patients. Par contre, je suis obligé, encore une fois, d'attirer votre attention sur le fait qu'on a encore beaucoup d'incertitudes dans la composition de ces résines. Et donc, je vais essayer de vous guider selon ma philosophie qui n'est pas forcément la bonne. Je vous donne juste, moi, qu'est-ce que j'en interprète en tant que chercheur et en tant que dentiste, de qu'est-ce qui peut être pleinement validé à l'heure actuelle pour améliorer nos plans de traitement, et puis qu'est-ce qui nécessiterait peut-être encore un peu plus de recul avant de le faire sur nos patients. Il faut savoir qu'on a le droit de faire, dans les législations avec ces résines, beaucoup de choses avec nos patients, puisque ce sont des résines qui sont certifiées comme étant biocompatibles, c'est-à-dire que nous avons le droit d'utiliser. Par contre, il faut toujours garder en tête que ce n'est pas parce qu'on a le droit de l'utiliser qu'il faut absolument l'utiliser. Parfois, on peut se dire que même si le législateur nous autorise par, on va dire, la structure de la législation, le droit d'utiliser une résine, parfois on a besoin d'attendre encore un petit peu plus que nous dit la recherche pour notamment assurer l'innocuité à nos patients de ce que nous leur faisons. Alors actuellement, je vais aller très vite dessus, mais il y a, puisqu'on va tous le voir en détaillé, mais il y a beaucoup de choses qui sont pleinement validées et qui permettent de rendre service beaucoup mieux à nos patients, voire de diminuer les coûts pour le dentiste ou pour le laboratoire de prothèses, et donc également avoir cet effet bénéfique. Par contre, attention à tout ce qui est définitif. Actuellement, on peut déjà faire une couronne définitive par impression 3D. On peut déjà faire des prothèses amovibles, ce que certains patients appellent vulgairement des dentiers, mais par impression 3D. Attention, d'accord, ce sont des choses qui sont encore très très peu évaluées. Et comme je vous disais, toujours garder en tête que les chimies des matériaux, nous ne les connaissons pas pleinement. Et imaginez un petit peu, si vous allez plus loin, pourquoi est-ce que je vous dis d'y faire attention? C'est que ce sont des éléments qui vont être amenés à rester en bouche pendant des années, pourquoi pas des dizaines d'années dans la bouche de nos patients si tout fonctionne. Et donc, on doit toujours garder en tête un petit peu ce principe de précaution, même si le législateur nous permet déjà de le faire. C'est finalement un petit peu entre l'éthique du praticien, l'éthique du prothésiste, les connaissances du praticien, les connaissances du prothésiste et le droit et la législation. Alors, si on veut conclure, qu'est-ce qu'on en fait de ces deux technologies que le dentiste et le prothésiste peuvent utiliser facilement? Eh bien, la stéréolithographie, c'est une technologie qui est, on va dire, à précision constante et donc on va dire plus précise que la technologie DLP de façon globale, même si ça pourrait se discuter. Et d'une marque à l'autre, il existe des variations importantes. Généralement, c'est également un peu plus simple de réaliser des pièces par stéréolithographie que par DLP dans notre domaine médical, puisque, on va dire, il y a un peu moins de risque d'échec d'impression. On n'en a pas parlé, mais 100% des impressions ne fonctionnent pas. D'accord? Avec l'expérience, vous montez à 98-99% de vos impressions qui fonctionnent, mais il y a toujours peut-être le 1% où l'impression ne s'est pas faite correctement et vous avez un peu moins d'erreurs finalement, notamment au début de votre courbe d'apprentissage avec les technologies de stéréolithographie qu'avec les technologies de projection d'image. Mais par contre, la vitesse de la technologie de projection d'image, donc du DLP, est bien supérieure à celle du laser qui vient balayer l'ensemble de la surface. Donc moi, en tant que praticien, le choix que j'ai envie de vous dire déjà de façon basique, c'est lorsque je fais un soin en plusieurs séances, en 2 séances, c'est-à-dire que je fais quelque chose à un patient et que je vais lui remettre sa prothèse plus tard, j'ai toujours tendance à me dire: «Est-ce que je peux le faire par stéréolithographie?» parce que le temps n'est pas un problème et que la simplicité est importante pour moi. Si la réponse est oui, je le fais par stéréolithographie. Si je veux utiliser, par exemple, une résine particulière que je n'ai accessible qu'en projection d'image, eh bien, je vais le faire en projection d'image. Mais par contre, si je veux faire un soin en une seule séance à mon patient, c'est-à-dire le voir et lui donner immédiatement sa prothèse, eh bien, il n'y a qu'une seule technologie qui me permet actuellement de le faire, c'est la projection d'image, c'est le DLP. Et donc, un élément à ne pas oublier, je vous ai dit que c'était assez compliqué, c'est le post-traitement. Et le post-traitement de ces éléments imprimés, il est extrêmement long et enfin extrêmement long non, mais il peut prendre, allez, une quinzaine à une trentaine de minutes selon les marques. Mais il faut quand même l'avoir en tête parce que éliminer la résine non polymérisée, c'est indispensable pour obtenir notre géométrie finale, mais également pour commencer à rendre notre dispositif médical biocompatible, c'est-à-dire non nocif dans la bouche de notre patient. Et puis enfin, cette résine, à la sortie de l'impression, elle n'est que pré-polymérisée, c'est-à-dire qu'il va falloir apporter encore énormément d'énergie pour obtenir les propriétés mécaniques finales. Et ça, il ne faut pas l'oublier.
le garder en tête. Et c'est très important dans l'impression 3D de ne surtout, par rapport à tout ce que je vous ai dit sur les résines que l'on connaît que partiellement, tout le reste du post-traitement qui est extrêmement rigoureux, ne jamais transiger sur cette étape de façon à faire des dispositifs médicaux de qualité pour notre patient. Et je vais vous montrer quelques exemples de qu'est-ce qu'un dentiste au quotidien peut faire actuellement pour ses patients avec. Alors, je vous présente tout d'abord, je vous ai dit ce qu'il ne faut surtout pas faire, mais pour surtout pas faire, eh bien, il faut l'avoir fait dans un premier temps, avoir expliqué l'intégralité des choses à son patient. Je vous ai dit jamais de restauration définitive. En tout cas, c'est ma philosophie sur un patient. Nous avions fait et nous avons toujours fait. Le patient se porte très bien et la dent restaurée se porte également très bien. Mais nous avions fait le premier cas rapporté en France de mini couronne, ce qu'on appelle nous un overlay, collé. Et donc ici, vous voyez une dent avec un patient qui était venu avec une rage de dents. Et puis mon externe qui avait fait un magnifique traitement, son premier traitement sur un patient. Donc ça, bravo, encore une fois, elle m'avait impressionné ce jour-là. Et puis une semaine après, nous le savions, hein, la dent était très fragile. Nous voyons réapparaître le patient avec cette dent bicolore. Cette dent bicolore, ce n'est pas finalement une prothèse d'une mauvaise teinte qui a été mise dessus. Ce que vous voyez, c'est le plan de fracture de la dent et l'incidence sur la lumière. Et donc cette dent qui est fracturée en deux, vous voyez, dès qu'on vient, on va dire, la toucher un petit peu, elle se fragmente en 1000 morceaux. Et bien donc là, à ce moment-là, qu'est-ce que nous décidons de faire? Nous décidons de faire cette restauration définitive imprimée. Donc rapidement, nous mettons un champ opératoire pour travailler au sec. Nous venons utiliser des résines de façon à délabrer le moins possible la dent et de garder le maximum de dents. Nous venons la designer nous-mêmes en quelques minutes et puis l'imprimer sur un plateau. Faire l'ensemble des étapes de post-traitement. Voilà à quoi ressemble finalement cette mini couronne du patient après impression. Vous ne voulez pas ça dans votre bouche, moi non plus, et je n'ai pas le droit de la mettre comme ça dans la bouche d'un patient. Et donc il faut faire l'ensemble du nettoyage, de la post-polymérisation, et également ici du brillantage pour avoir un aspect esthétique satisfaisant. Ici, c'était inutile d'imprimer le modèle, c'était juste pour vous montrer une chose. Alors moi, je suis un dentiste qui également pose la majorité de ses prothèses lui-même par usinage. Ça fait de nombreuses années que je travaille avec un système d'usinage qui me permet de faire des prothèses en une séance à mon patient, dont le plus connu est le système CEREC, qui est celui que j'utilise. Pourquoi est-ce que je voulais vous montrer cette image? C'est que vous voyez ici l'adaptation de la pièce qui est imprimée. Et très clairement, l'impression nous permet d'avoir des adaptations qui sont bien supérieures à l'usinage. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Une fraise qui sculpte versus plusieurs couches qui se forment progressivement, eh bien forcément que l'impression permet d'avoir des adaptations de prothèses qui sont supérieures. Par contre, voilà, donc là, ici, on met le champ opératoire, on colle et le soin s'est bien passé. Ici, on est à 3 ans avec le patient de suivi et tout se passe bien. Mais par contre, esthétiquement, vous restez inférieur à celle d'une céramique. Vous voyez que vous avez quand même un objet qui est très résineux, qui est très mat. Et donc ça, vous ne pouvez pas, pour l'instant, faire mieux en termes de propriété optique par impression 3D. Et puis, encore une fois, vous n'avez pas un recul clinique comme vous l'avez avec d'autres techniques, que ce soit l'usinage ou des techniques conventionnelles que peuvent faire les prothésistes. Et donc, en fait, voilà, est-ce que ce n'est pas encore, pour le moment, un tout petit peu trop prématuré? Une chose est sûre, c'est l'avenir. Est-ce que c'est le présent? Je ne le pense pas. Voici un exemple, par contre, de ce que je considère comme pleinement validé. Ici, c'est une patiente qui avait une pathologie génétique au niveau de ses dents qu'on appelle la mélogénèse imparfaite. Toutes ses dents étaient comme la seule qu'on a gardée là-bas au fond à droite, toutes crayeuses avec des morphologies très altérées. Bien ici, qu'est-ce qu'on a fait? Ce sont des dents malheureusement que l'on doit couronner, puisque vous imaginez bien que ce tissu dentaire-là, en bas à droite, n'est pas normal. Eh bien, nous avons fait de multiples préparations dans la même séance. Et pour faire les couronnes provisoires, nous ne pouvions pas les faire à la main. En tout cas, moi, je ne sais pas faire. Je ne suis pas assez bon pour les faire à la main. Et bien finalement, grâce à la technologie ici DLP, dont je vous parlais tout à l'heure, celle qui est extrêmement rapide, nous avons pu faire de nombreuses couronnes provisoires en seulement 30 minutes. Et moi, en tant que praticien, ça me sécurise énormément. C'est-à-dire que je sais que ce sera bien fait et que ce sera bien fait dans un temps très raisonnable, même plus court que celui que j'aurais pu faire. Et donc, ça a changé ma façon de travailler avec un exemple bien concret. Voici ici des cas, alors peut-être que certains d'entre vous sont des patients. Parfois, les dents peuvent s'infecter. Ici, c'est une dent qui s'est infectée après un traumatisme. Et généralement, après un traumatisme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pendant un moment, la dent va se battre, va essayer de ne pas s'infecter, va essayer de se battre pour rester en fonction. Et au bout d'un moment, malheureusement, finit par s'infecter. Généralement, ce sont des dents sur lesquelles
voyez ici, quand on dévitalise une dent, qu'on fait un traitement endodontique, on voit bien un canal visible. C'est là que l'on va venir dévitaliser. Ben ici, vous voyez que ce canal ne se voit plus. Par contre, il faut quand même venir désinfecter là où il était avant pour obtenir finalement quelque chose de, comment dire, de bien nettoyer et guérir l'infection. Ben, il y a des techniques où l'impression 3D nous permet d'imprimer des guides chirurgicaux qui permettent de guider le praticien dans, on va dire, l'étape la plus critique de son traitement, la plus difficile de son traitement, de façon à venir en fait faire le traitement de dévitalisation de la dent, là où il était très difficile, voire peut-être impossible à faire pour la très très grande majorité des praticiens. Ici, c'est un cas du docteur Mathieu Isard qui adore faire ça. Et moi, je suis toujours impressionné lorsqu'on a la chance de collaborer ensemble sur ce genre de cas. Voici ici le cas peut-être de mon chouchou, Naïm. Naïm qui est un petit patient que j'ai vu, l'année dernière, vers la fin d'année avant les vacances d'été et Naïm malheureusement est né avec, ses dents, enfin né non, mais en tout cas au bout de 6 mois a découvert ces dents-là après sa naissance, puisqu'il était né avec une atrésie des voies biliaires. Alors une atrésie des voies biliaires, en fait, ça va entraîner premièrement une nécessité d'être greffé par un foie extrêmement jeune, mais également donner ces colorations vertes par des toxines qui viennent se fixer sur la dent. Et moi, Naïm me dit, écoute, j'aimerais bien avoir des dents avec lesquelles je peux sourire pour les vacances d'été. J'aimerais bien voilà, que changer ma vie. Naïm, il faut savoir, voilà, il avait des problèmes avec ses collègues à l'école qui se moquaient de ses dents. Bref, la vie, on le comprend bien, avec des dents vertes, n'est pas facile. Eh bien, en quoi l'impression 3D a pu révolutionner les choses? Ben, l'impression 3D nous a permis de faire des simulations, comme vous le disiez, Julien, tout à l'heure, dans l'industrie. Eh ben, en dentaire, on fait la même chose. Des simulations par WaxUp, par Smile Design, donc par modification, on va dire, de son sourire numérique. Eh bien, du jour au lendemain, on pouvait obtenir directement le projet final et donc enclencher le traitement de Naïm. Et en 3 séances, en mixant impression 3D et numérique, voici le résultat qui a pu être obtenu. Oui, je suis d'accord, c'est très très bon, mais Naïm voulait des dents extrêmement blanches. Toujours est-il que cet exemple est aussi un exemple de la très grande complémentarité que l'on a entre l'impression 3D et les autres techniques que l'on utilise depuis plusieurs années, que sont soit l'usinage, soit les techniques conventionnelles. On ne peut pas aujourd'hui soigner un patient que par usinage. On ne peut pas aujourd'hui soigner un patient que par technique conventionnelle. On ne peut pas aujourd'hui soigner un patient que par impression 3D. Par contre, c'est clair, l'impression 3D nous a offert de nouvelles possibilités et lorsque l'on maîtrise finalement ces 3 techniques, eh ben, on arrive à obtenir les meilleurs résultats, les plus satisfaisants pour nos patients. Voici par exemple, on peut faire des portes-empreintes individuelles sur des patients. On peut faire également des portes-empreintes individuelles sur les patients complètement édentés. Quel est l'intérêt de ça? Le cas que vous voyez là, en tout cas les dispositifs médicaux que vous voyez là, c'est un patient qu'on a vu le matin, on a imprimé à midi et le soir, on pouvait déjà lui faire son empreinte, là où avant, bah, quand vous êtes dentiste, vous avez généralement un délai d'1 à 2 semaines avec votre prothésiste pour les obtenir. Donc encore une fois, réduction du temps pour pouvoir rendre service à nos patients. Et l'impression 3D en dentaire, je trouve, c'est vraiment rendre service beaucoup plus facilement à nos patients. Peut-être l'exemple qui a la plus grande viabilité financière actuellement pour les prothésistes et pour les dentistes avec l'impression 3D, que sont les gouttières de bruxisme. Je suis persuadé qu'il y a des prothésistes parmi vous ou des dentistes parmi vous qui, soit en tant que dentiste, qui avaient du mal à trouver des prothésistes qui voulaient bien faire des gouttières de bruxisme réglées sur articulateur, ou des prothésistes qui disaient ça me prend trop de temps pour le coût que je peux facturer. Et bien là, l'impression 3D a vraiment changé le jeu. Le nombre de patients qui nécessitent des gouttières de bruxisme est extrêmement important avec l'augmentation du stress, avec notamment également le Covid-19. C'était incroyable en tant que praticien, le Covid-19 vous a montré qu'il y avait encore plus de patients qui grinçaient des dents la nuit que ce que vous pouviez imaginer avant. Mais en tout cas, l'impression 3D permet pour 15-20 euros de produire des gouttières de haute qualité en termes de réglage et de pouvoir les donner à un patient. Là où avant, elles étaient à un coût qui était peut-être 10 fois supérieur. Donc là, voilà, vous avez un exemple où la technologie a révolutionné le modèle économique et nous permet d'en faire bénéficier le plus grand nombre. Et encore une fois, on en revient à l'impression 3D qui est là pour rendre service à nos patients et à nous en tant que praticiens. Mes collègues orthodontistes, maintenant, ils adorent ce truc-là. Peut-être que vous avez vu vos enfants se faire poser des bagues, vous avez probablement vu l'orthodontiste qui les posait une par une. Non, maintenant, les orthodontistes, ils ne veulent plus en poser une par une. Ils les posent toutes d'un coup. Ils les posent toutes d'un coup à partir d'une simulation numérique. Ils impriment une gouttière, ils mettent toutes leurs bagues d'un coup et ils viennent toutes les poser d'un coup. Ça a un intérêt pour le gain de temps, c'est notamment intéressant avec nos petits patients, mais également pour le gain de précision, puisque
elles sont directement placées au bon endroit par rapport à votre simulation. Ici, vous voyez un cas que j'adore. J'adore avoir la chance de pouvoir le faire avec mes collègues de chirurgie, que ce soit le professeur Benjamin Salmon ou le docteur Jean-Luc Charrier. Ils ont une passion, c'est l'autotransplantation. Vous savez, parfois, vous avez des patients qui ont une dent qui est bloquée à l'intérieur du palais. Et leur grande passion, bah, c'est de pouvoir redonner cette dent à leur patient et donc finalement d'aller la chercher dans le palais pour après la remettre dans le sourire de notre patient. Le problème est que le succès de cette intervention repose sur diminuer au maximum le temps de l'intervention. Et bien là, ils ont inventé, pas vraiment eux, mais plusieurs équipes dans le monde ont inventé cette technique qui consiste en fait à partir d'un scanner de récupérer la forme de la dent qui est bloquée dans le palais, venir construire la future position de la dent avec cette dent imprimée et au dernier moment venir la chercher dans le palais pour venir la positionner sur l'arcade du patient. Ça permet d'avoir le maximum de reproductibilité, le maximum de sécurité lors de l'intervention et donc d'améliorer les succès cliniques, c'est une certitude. En implantologie, le guide chirurgical est presque devenu la règle pour poser un implant de façon à être reproductible, précis et efficace. Donc, l'exemple est criant et parle de lui-même. Et la majeure partie des implantologues actuellement utilisent des guides chirurgicaux pour soigner leurs patients. Enfin, c'est la dernière diapositive avant qu'on termine et qu'on puisse répondre à vos questions, mais qui est finalement quel est le futur de l'impression 3D. Actuellement, la problématique, notamment dans les cabinets dentaires, c'est de pouvoir l'implémenter. Moi, j'adore designer moi-même mes prothèses, mais peut-être qu'on est 5% de dentistes en France à aimer faire des designs 3D, là où la majeure partie de mes confrères préfèrent, eux, uniquement soigner leurs patients, et ce qui est également tout à leur honneur. Eh bien, il y a eu notamment des services de prothèses digitaux qui se sont développés, comme la société Design for Me d'Olivier Boujna, qui est un ami, qui représente actuellement le présent, même si vous pouvez également toujours demander également à votre prothésiste de le faire, et ça, il ne faut pas le négliger. Mais par contre, ce qui se développe le plus maintenant, c'est les services de design par intelligence artificielle. Et la révolution à venir, elle est sur ce point. Elle est sur le fait qu'actuellement, en moins de 2 minutes, sans rien faire, sans aucune intervention humaine, juste en travaillant avec un cloud, vous êtes capable d'envoyer un fichier numérique de votre patient et 2 minutes après, de recevoir la gouttière de Brixide de votre patient ou la couronne provisoire de votre patient à imprimer immédiatement et à imprimer parfois en 15 minutes. Et là, vous comprenez que maintenant, le dentiste de plus en plus va être confronté à ce modèle et que nous, en tant que dentiste, mais en tant que patient ou en tant que prothésiste, on va avoir un métier qui va encore plus se digitaliser pour répondre aux besoins de nos patients. Merci à tous et je pense qu'on est là avec Julien pour répondre à l'intégralité de vos questions. Et je voulais également remercier Maxime et Alexandre de votre invitation. Ça a été un très grand plaisir de partager ce moment-là avec vous. Merci vraiment à vous deux. Merci Philippe et merci Merci à Julien. tous les deux, messieurs. C'était top. Je pense que vous avez bien balayé le sujet. On a quelques questions qui sont présentes. Peut-être que dans les participants qui restent, parce que peut-être sont déjà partis, certains sont déjà partis, est-ce qu'il y en a qui veulent poser leurs questions à l'oral ou Vous pouvez lever la main normalement, poser vos questions pour vous faire connaître. Oui, bonsoir. Bonsoir, Maxime Gesson. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, bien. Mais en tout cas, merci pour cette magnifique conférence. Voilà, c'est très intéressant. Moi, j'avais travaillé à un moment donné sur l'impression 3D en prothèse maxillofaciale. Et là où ça pêchait, c'était bon, pour faire le projet, dupliquer un œil ou une oreille. Et on était confronté au problème de la prothèse finale où en fait on devait passer après sur un moule. Alors un moule qu'on pouvait aussi imprimer pour mettre le silicone. Et je voulais savoir s'il y avait des nouveautés. Bon, ça remonte à une petite dizaine d'années. Je ne suis plus du tout dans le domaine maintenant, mais est-ce que aujourd'hui on aurait avancé sur ce domaine d'imprimer du silicone pour la prothèse maxillofaciale, par exemple? Je ne sais pas si Julien, tu veux répondre. Moi, je peux y répondre un tout petit peu, mais je n'ai pas tous les détails. Je sais qu'on voit apparaître des silicones d'impression. Après, quelle est la viabilité en santé? Ça, par contre, je ne peux pas te le dire, mais en tout cas, des silicones d'impression existent maintenant et c'est une des grandes pistes de développement. Je ne sais pas si tu veux en rajouter quelque chose, Julien. Oui, non, en effet, il y a des tests sur des silicones. Alors, c'est assez récent, mais il y avait aussi déjà enfin, assez récent, c'est vrai que déjà en 2005, il y avait des systèmes qui permettaient aussi de déposer avec des seringues déjà des silicones.
C'était déjà les premiers tests. Alors, je ne connais pas exactement le type d'application qu'il y a autour de silicone, mais il y avait déjà des tests réalisés autour de silicone. Après, je n'en sais pas plus en termes d'application. Je me permets d'intervenir. Sur 3D, on a écrit sur 2 entreprises qui font du silicone en impression 3D. C'est la société Innovatique et la société Spectroplast. Je peux essayer de mettre les liens d'ici quelques instants, si je les retrouve, dans le chat. Mais oui, non, effectivement, c'est pas courant, mais c'est des choses qu'on commence à voir. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Je crois qu'on a 2 MS qui veut prendre la parole. Ouais, oui, bonsoir. Bah, merci déjà pour la présentation. Est-ce que vous m'entendez? Oui, super. Merci pour la présentation qui était vraiment très claire. J'avais une question plutôt de curiosité. En fait, c'est à propos de la technologie Eclipse, dont vous n'avez pas parlé. En fait, elle avait fait vraiment beaucoup de bruit quand elle est sortie et depuis, j'en entends pas vraiment parler. Je voulais savoir si vous aviez une idée de pourquoi exactement. Alors, la technologie Clip, plutôt, c'est Carbone qui avait en effet. Donc c'était d'ailleurs, ça vient en fait historiquement d'un chercheur dont j'ai oublié le nom, bien évidemment, qui a développé cette technologie-là, qui a ensuite ont créé la société Carbone, avec en effet la possibilité par rapport à la technologie de stéréolithographie de pouvoir sortir une pièce 30 fois plus vite qu'une technologie classique de type DLP, juste en créant en fait une membrane d'oxygène qui permettait justement d'éviter on va dire, de repositionner le plateau et de pouvoir sortir directement en continu un peu le plateau. Donc, je ne me souviens plus exactement de l'acronyme CLIP, mais c'était justement l'impression continue. C'était Continuous Light. Je ne sais plus. J'ai plus le nom exactement de l'acronyme. Il y a tellement d'acronymes maintenant. Pourquoi j'ai quand même vu plutôt des technologies de type clip, surtout dans des hubs. Je me souviens qu'à l'époque, je ne me souviens plus si c'est UPS, mais je crois que c'était UPS qui avait acheté plusieurs imprimantes 3D pour installer ces imprimantes plutôt dans leurs locaux vous savez, de gestion, de livraison de marchandises pour faire des hubs qui permettaient de relocaliser un peu la production de pièces de rechange. Donc j'en ai entendu parler il y a quelques temps, mais j'en ai pas vu depuis. D'ailleurs, j'ai pas vu ce type de technologie. Moi, voilà, j'ai pas eu l'occasion de travailler dessus. Mais oui, la technologie Clip avait en effet ouvert la voie à une impression 3D de type stéréolithographie beaucoup plus rapide. Je suis d'accord. Je peux également compléter un petit peu la réponse de Julien. Alors, la technologie Clip de Carbone, vous la retrouvez quand même un petit peu dans des laboratoires de prothèses, alors notamment aux États-Unis. La problématique qu'il y a, c'est peut-être aussi le business model de Carbone, qui en fait travaille énormément en location d'imprimantes et non pas en termes d'acquisition, et avec des coûts de location qui sont quand même très élevés. Alors, je ne les ai pas en tête, mais selon le type d'imprimante, vous avez vraiment des coûts de location importants. Et pourquoi est-ce que vous la retrouvez un peu moins utilisée en santé? C'est probablement le rapport qualité-prix n'est pas forcément au rendez-vous. C'est-à-dire que vous pouvez facilement, même si vous allez aller moins vite, avoir 4 ou 5 imprimantes. Si elles sont 20 fois moins chères, mais que vous en achetez 4 ou 5 pour finalement faire la même chose, eh bien, vous obtenez à la fin, on va dire, un ratio coût-efficacité qui est présent. Et je pense que justement, ce qui manque peut-être à la technologie Clip pour se diffuser actuellement, c'est le bon business model et un ratio coût-efficacité efficace, ce qui ne semble pas le cas, même si j'ai failli en faire une acquisition de l'une et je ne l'ai jamais fait parce que le coût économique n'était pas favorable. Je confirme que il y a très peu de machines en Europe qui ont été vendues, en France particulièrement. Ils ont effectivement un modèle économique vraiment particulier. Je crois que c'est assez unique d'ailleurs dans le milieu de la fabrication additive. Même si c'est un modèle qu'on voit apparaître via des organismes financiers où vous allez pouvoir louer vos machines via des systèmes de leasing, etc.
Carbone propose des matériaux, des résines dentaires. Si vous regardez sur leur site, vous retrouverez. Après, ils se sont fait connaître, ils sont quand même bien implantés. Ils se sont fait connaître notamment avec un partenariat avec Adidas. Vous avez dû voir ces chaussures avec ces semelles imprimées en 3D. Voilà. Je pense qu'ils ont aussi une politique où ils sont quand même très orientés, très concentrés sur le marché américain à l'heure actuelle. Merci. Moi, j'aurais une question sur la technique par sintérisation laser. Donc, si j'ai bien compris, on va supprimer le chrome cobalt, on va partir peut-être exclusivement sur du titane, mais c'est plutôt sur la technique, en fait, quand on va faire des armatures connectées sur un plan, notamment, on imagine peut-être sur des multi-units, où la sintérisation laser, elle va donner un aspect granuleux. Donc, du coup, derrière, est-ce qu'on passe systématiquement sur la reprise d'usinage ou est-ce qu'aujourd'hui, l'effet granité, granuleux de la sintérisation laser, elle est améliorée avec un aspect plus lisse, où il faut forcément faire de la reprise d'usinage? Alors, moi, je peux te donner à ma connaissance, mais tu me sembles être prothésiste et moi, c'est vrai que je le suis pas forcément. Je le suis pas. Euh, tout ce que je peux communiquer avec mes prothésistes avec lesquels je travaille me disent à chaque fois qu'en post-impression, tu as cet aspect rugueux et donc que tu es obligé de le récupérer par post-usinage. À ma connaissance, il n'y a pas de procédé, mais peut-être que Julien ou Alexandre ou Maxime ont plus d'informations là-dessus. Il n'y a pas de procédé qui permette de te faire un polissage, on va dire, quasiment automatique à la fin de l'impression sur ce type d'impression SLS, SLM. Alors, c'est en post-traitement, en fait, c'est plutôt du polissage, tribofinition. Aujourd'hui, il y a des systèmes avec, voilà, d'ailleurs, différents matériaux abrasifs selon la matière qu'on souhaite utiliser, hein. Ça peut être même d'ailleurs des matériaux polymères, hein. C'est pas que métallique. Donc, c'est plutôt voilà, on va dire, tribofinition. Il y a des choses, il y a des aspects extrêmement lisses et un post-traitement qui donnent des très bons résultats. D'accord. Ce qu'il y a, c'est faut enlever suffisamment, enfin, je veux dire, pour avoir un aspect, par exemple, sur des connectiques implantaires, on doit arriver aussi à gérer la précision après derrière. Donc, ça doit être, je ne maîtrise pas bien le sujet, là, mais c'est pour ça que je pose la question. Non, mais clairement, ça va poser le problème. Après aussi, ça nous amènera possiblement aussi à repenser peut-être nos connectiques ou nos modes d'assemblage. Et puis Ouais, le peut-être bien. dimensionnement des pièces, hein, on est tout à fait capable aujourd'hui Surdimensionne. de surdimensionner pour prévoir justement la perte de matière en surface. Déjà, ça se faisait très très couramment dans l'industrie, hein, de pouvoir prédimensionner une pièce pour ensuite prévoir un rétrécissement, par exemple. La zircone, exactement, ouais. Ouais. Donc voilà. Mais aujourd'hui, il y a dans beaucoup de salons d'ailleurs, hein, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui proposent des systèmes de tribofinition. Et si vous pouvez préciser tribofinition? En fait, c'est comme des machines de polissage avec à l'intérieur vous mettez des matériaux abrasifs qui vont polir votre pièce. En fait, vous posez votre pièce à l'intérieur et ça va polir votre pièce automatiquement. Comme donc là, nos aéropolisseurs, non? Ouais, c'est ça, c'est un peu Projet. ça. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui sont sorties justement pour pallier à la rugosité des pièces. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions des participants? Moi, j'avais une question pour Julien. Oui. J'en profite et n'hésitez pas encore une fois à préparer vos questions dans le public. Julien, on l'a vu avec François, hein, l'impression 3D résine se prête bien quand même à l'odontologie.
C'est une techno qui a l'air assez présente dans le dentaire. Et quels sont les autres secteurs dans l'industrie où on va retrouver cette techno, ce procédé? Quelles sont les applications aussi dans d'autres secteurs où on va utiliser la résine? Bah, il y avait plusieurs applications. L'application historique de la stéréolithographie, parce que dès le départ, ils étaient aussi capables de faire des grands bains de résine avec un laser justement qui balayait justement ce bain et pour faire dans l'industrie, en fait, dès le départ, pour l'aspect prototypage, ils faisaient pour les faire des petites séries. Ils sortaient par exemple tu sais, les blocs qu'on retrouve dans les voitures, tout l'aspect plastique de tableau de bord. En fait, ils sortaient ça en stéréolithographie pour faire après des modèles de moules en silicone, pour ensuite réinjecter encore une fois comment dire, une résine à l'intérieur pour faire des petites séries. Donc voilà, au départ, la stéréolithographie était aussi utilisée comme modèle finalement pour ce type d'application. Et ensuite, la stéréolithographie a été aussi utilisée. Il y a plein d'exemples de produits, parce que dans le post-traitement, il y a aussi l'aspect peinture, finition de pièces esthétiques, qui ont été aussi extrêmement valorisantes pour l'industrie, de pouvoir utiliser la stéréolithographie pour faire ce type de choses. Également la joaillerie. La La joaillerie, c'est joaillerie, vrai. notamment pour tous les modèles qui vont être calcinés pour pouvoir obtenir des moules et des prototypages de série. Et ça, la joaillerie, on n'y pense pas beaucoup, mais c'est un vrai marché sur ce secteur. Ah, la microfonderie, en effet, la stéréo sur résine calcinable, ça a extrêmement bien fonctionné, mais également sur des technos, puisque dans les polygets, il y avait aussi, il y a toujours la possibilité de déposer des cires, encore une fois par dépôt de gouttelettes, mais là de résine fondue, de cire, pardon, fondue, et des cires après qui sont utilisées pour faire des modèles d'empreintes pour la microfonderie également, c'est-à-dire qu'on utilise la cire déposée par impression 3D pour faire l'empreinte du moule, et ensuite on vient fondre la cire pour récupérer que l'empreinte, donc la cavité, pour ensuite couler justement des métaux dans la joaillerie et la bijouterie. Donc oui, c'était une autre techno dérivée du polyjet, dépôt de cire, qui était aussi quelque chose qui est quelque chose d'ailleurs qui fonctionne encore très bien. Merci. Je crois qu'on a une question de Cyrine. Ouais, tout à fait. J'en avais même deux. Alors, si tu veux, je peux y répondre rapidement. Pourquoi vous n'utilisez pas le FDM dans l'impression de prothèses, seulement SLS, DLP et SLA? Finalement, donc SLS, c'est au laboratoire, et DLP, SLA, c'est au laboratoire et au cabinet. Pour la raison que j'expliquais et que Julien aussi expliquait, c'est les problèmes notamment d'étanchéité qu'il va y avoir au niveau du FDM. Alors le FDM a quand même un intérêt, c'est comme le disait Julien, les polymères sont très biocompatibles, voire pour certains biodégradables. Et donc c'est aussi l'impression éco-responsable, là où tous les polymères qu'on utilise nous en SLA pardon, ou en DLP sont malheureusement perdus, hein. Ce sont des polymères thermodurcissables, donc d'un point de vue écologique, c'est pas forcément le meilleur choix. Tout simplement parce que le dépôt de fil, malgré l'avantage en termes de biocompatibilité, a ce problème d'étanchéité et également un temps d'impression qui est extrêmement long pour la production d'objets et d'assez faibles propriétés mécaniques, nous, dans le domaine médical. Pour ce qui était du logiciel utilisé pour faire la simulation, je pense que tu parlais du cas de Naïm avec les dents vertes. C'est le logiciel Exocad qui a été utilisé. Et ce n'est pas moi qui ai fait cette simulation, je le fais quand c'est quelques dents, quand c'est toute une bouche. C'est Olivier Boujna et Design for Me, avec qui je travaille depuis maintenant très longtemps. Et il y a aussi les fichiers STL. Bah oui, en fait, le logiciel de conception permet d'obtenir le fichier STL prêt à être imprimé.
Bon, n'hésitez pas à intervenir. On a une question sur les agréments spécifiques pour fabriquer des prothèses dentaires en impression 3D pour les chirurgiens dentistes. Alors oui, il y en a. Premièrement, je ne sais pas si tu es dentiste, prothésiste ou patient, mais premièrement, d'un point de vue législatif, fabriquer ta prothèse te donne l'obligation de résultat sur ta prothèse. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, en tant que dentiste, j'ai une obligation de moyens. C'est-à-dire que je dois tout mettre en œuvre pour essayer de te soigner bien. Mais ça ne veut pas dire que je vais réussir. Ça veut dire que je dois être en forme, connaître ce que je vais te faire et faire les choses au mieux en utilisant mes protocoles au mieux pour essayer de te soigner, mais je suis pas malheureusement, je ne peux pas toujours réussir à te soigner. Ça, c'est l'obligation de moyens. L'obligation de résultat que l'on a sur la prothèse et sur la fabrication, que les prothésistes ont et que les dentistes ont, ça veut dire que c'est pas je dois faire mon maximum, c'est je dois certifier que je donne mon maximum et je dois absolument utiliser quelque chose qui est bien, qui est bon. Je n'ai pas le droit de me rater et d'utiliser quelque chose qui n'est pas efficace dans ta bouche. Ça, c'est au niveau juridique. Au niveau des agréments spécifiques, eh bien, en fait, que ce soit le chirurgien dentiste ou le laboratoire de prothèse, donc le chirurgien dentiste qui fabrique une partie de sa prothèse ou le prothésiste qui fabrique une prothèse doit s'inscrire en tant que fabricant de prothèse au niveau de la NSM, donc de l'Agence nationale de sécurité du médicament, remplir un dossier, assurer la traçabilité de sa prothèse, c'est-à-dire que sur chaque prothèse qui est fabriquée, préciser les numéros de lot des matériaux, préciser la façon enfin, le procédé la façon dont l'ensemble a été mis en œuvre et le remettre au patient. Enfin, on a également une obligation de suivi de qualité euh, qui, en fait, incombe à tous les fabricants de dispositifs médicaux sur mesure. Donc oui, il y a une réglementation spécifique qui est finalement la même sur la fabrication de prothèses entre un chirurgien dentiste qui veut produire une partie de sa prothèse et nos confrères prothésistes. Bon, n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. Je crois qu'on a Olivier qui souhaite poser une question. Oui, j'ai enfin trouvé le bouton lever la main. Ah, mais je peux la baisser aussi. Paf, voilà. Merci d'abord, messieurs, là, pour cet événement. Très, très instructif. Moi, je suis prothésiste de formation, mais de reconversion. J'ai rencontré d'ailleurs docteur Ducré sur le plateau Modulus de l'ARIA il y a quelques temps. Et vraiment, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Silaos, donc qui est experte en fabrication additive, et je développe sa branche dentaire. Et par hasard, moi, je suis venu en tant que prothésiste pour m'acculturer aux techniques des dentistes. Mais il s'avère qu'on est master reseller de la technologie PolyJet de Stratasys. Donc, vous parliez, Philippe François, de l'avenir. Et du coup, je me propose, si jamais ça vous intéresse, peut-être en off, parce que là, c'est différent, d'échanger avec vous sur cette technologie PolyJet et ce qu'elle permet, notamment parce qu'elle permet déjà pas mal de choses dans le médical. C'est assez dingue parce qu'elle permet de faire des modèles en 3D avec différentes textures. Donc, on peut modéliser un os avec de la moelle à l'intérieur. Et enfin, Différentes couleurs aussi, si tu le prends en différentes OBJ, ton couleurs. fichier. Exactement. Donc, certains, dans le médical, ils s'en servent déjà comme modèle d'étude pour les élèves. Ça, exporté au dentaire, on peut largement imaginer, pas aujourd'hui parce que les résines ne sont pas encore certifiées biocompatibles pour ce qui est de la couleur, mais on peut imaginer qu'on aura de la prothèse dentaire amovible, directement imprimée sur un plateau d'une imprimante PolyJet. Et avec l'amélioration aussi des scanners intraoraux qui pourront obtenir des variations de matière, notamment la translucidité, etc. On pourra aussi imprimer avec cette technologie des matériaux qui sont plus ternes, comme vous évoquiez tout à l'heure, des matériaux en résine qui sont juste tout simplement mat, ou on peut éventuellement caractériser avec un peu de colorant, mais on pourra donner un peu de vie sur ces couleurs. Donc, c'est un petit peu hors contexte, c'est pour ça que j'ai attendu la fin avant de parler, mais si vous voulez en échanger là-dessus, faire des tests ou quoi, ce serait vraiment avec plaisir. Ce sera un plaisir Merci. partagé. Voilà, tous ceux qui peuvent être intéressés, donc, vous me retrouvez sur LinkedIn ou je laisse mes coordonnées, mais voilà, là, nickel, j'ai les vôtres. Mais moi aussi, je suis d'accord que c'est l'avenir, ce genre de technologie, que ça sert vraiment à la fois le patient, que ce soit dans l'esthétique, que après dans la fonction. La technologie, la fabrication additive, pour moi, il n'y a rien à dire par rapport à l'usinage. Elle permet beaucoup plus de liberté et d'économie de matériaux.
Donc, ouais, je suis en phase avec ce webinaire, tout ce qui s'est dit en tout cas, et les applications que vous en avez. Merci Olivier. Avec plaisir. Bon, je pense Voilà, je pense qu'on a déjà bien laissé une bonne demi-heure de questions et c'est top parce que ça montre que le sujet plaît et que je pense que c'est bien de le mettre en lumière et je pense qu'il y aura d'autres opportunités pour le faire. Je voulais juste remercier encore une fois les deux speakers du soir, Philippe et Julien, qui nous ont fait deux belles interventions et cette capacité à jongler entre le monde de l'industrie et l'odontologie. Et puis, je voulais te remercier encore toi, Alexandre, d'avoir accepté de faire ce webinaire et je pense que c'est un sujet que, à mon avis, on remettra en lumière prochainement. Et puis, juste dire simplement que si ces thématiques-là de l'odontologie et du numérique vous intéressent, l'ARIA prépare d'autres événements et que on sera acteur de cette transformation numérique du métier de chirurgien dentiste et de prothésiste. Merci à toi, Maxime. Merci à nos deux speakers. Merci au public. Vous retrouvez aussi Maxime sur l'événement additif médical dans quelques jours, le 31 janvier, sur une conférence plus avec un focus davantage sur les matériaux et les applications associées. Voilà, vous pouvez retrouver sur additive.events. Bon, merci encore à tous. Merci à tous. Beaucoup, Alexandre. Passez une bonne soirée. Merci à tous. Très, très bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Bonne Merci, au revoir.